Salam à tous, c'est le professeur Khalef. Je vous présente aujourd'hui un cours sur les dyscaliémies. Ce cours est destiné aux externes 5e année, module néphrologie. Donc il faut savoir que la répartition de l'eau, du sodium et du potassium dans l'organisme, donc le total représente environ 60% du poids corporel, qui est réparti du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire comme suit. Donc, il faut savoir que le secteur extracellulaire est divisé donc, en deux secteurs, le secteur interstitiel et le secteur plasmatique. Plus, bien sûr, d'eau au niveau du milieu intracellulaire. Il faut savoir que l'osmolarité, elle est identique au niveau des trois secteurs, à savoir 285 plus ou moins 5 milliosmoles par kilo d'eau. Donc, il faut savoir que le potassium, il est plutôt intracellulaire, puisqu'il est, il est réparti comme suit, donc 100 entre 100 et 150 millimoles par litre, donc il est plutôt intracellulaire. Le sodium est plutôt un ion qui est plutôt extracellulaire, entre 138 et 142. Il faut savoir que dans les trois milieux, il y a des échanges d'eau, donc qui va du milieu extracellulaire vers le milieu plasmatique et le milieu interstitiel, et du milieu extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Aussi, les ions, ils sont en libre échange par, bien sûr, des pompes bien spécifiques. Le potassium représente chez un homme de 70 kg un stock d'environ 3500 millimoles par litre. 98% de ce potassium se retrouve dans le secteur intracellulaire, mais surtout au niveau de la cellule musculaire squelettique qui constitue la plus grande réserve potassique. Ainsi, pour un homme de 70 kg, 28 kg de cellules musculaires correspondent environ à 2600 millimoles de potassium. Mais pas que, le foie, les globules rouges et l'os contiennent une infime partie de ce potassium. 2% de potassium sont retrouvés au niveau du secteur extracellulaire, et une kaliémie normale veut dire une concentration en potassium entre 3,5 et 5 millimoles. Si on parle d'hypokaliémie, c'est une concentration de potassium inférieure à 3,5 millimoles par litre. Et si on parle d'hypercalémie, c'est une concentration de potassium supérieure à 3,5 millimoles par litre. L'homéostasie est très très fine, donc de 0,1 millimole, que ce soit en excès ou à défaut. On a des signes cliniques et surtout des signes électriques, plutôt cardiaques. Comment se fait l'homéostasie de ce potassium? De son entrée à sa sortie, donc il y a trois facteurs qui sont nécessaires à la régulation fine et précise de cette kaliémie. L'alimentation, le potassium est apporté par l'alimentation orale, pas aussi pour les patients hospitalisés par le potassium injectable. On va parler deuxièmement de la régulation par homéostasie interne, c'est-à-dire les transferts ou le shift entre le milieu interne et le milieu externe. Il existe entre le milieu interne et externe une NAK-ATPase, c'est une pompe qui est présente de manière ubiquitaire sur les membranes cellulaires. Cette dernière assure la régulation interne du potassium via un transfert ionique à l'inverse du gradient de concentration entre le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire. Cette régulation se fait quand il y a un déséquilibre de charge ionique pour maintenir un potentiel de repos négatif à moins de 90 millivolts. Donc, il y a toujours une pénétration de potassium et une sortie de sodium via cette NAK-ATPase. Après l'alimentation potassique et la régulation interne, on va passer à la régulation par homéostasie externe. Après digestion et absorption de 3 grammes par jour de potassium, ce dernier est complètement 100% réabsorbé au niveau de la circulation sanguine. Et comment il va être le potassium, comment il va être régulé au niveau de l'homéostasie, c'est par le rein.
Qu'est-ce qu'il va faire le rein? Ce dernier, il est filtré au niveau donc, du glomérule. Il va être réabsorbé dans 95% entre le tube proximal plutôt que jusqu'au tube distal, dans 95%. Mais le canal collecteur, quand il y a généralement une hyperkaliémie, ce dernier va réguler cette dernière par l'aldostérone. L'aldostérone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réabsorber le sodium par les canaux ENaC et éliminer le potassium en excès par le ramp au niveau du tube distal. Voilà, donc l'aldostérone a un rôle très très important dans l'équilibre, enfin dans l'homéostasie externe de ce potassium. Alors, dans certains cas, il existe des médicaments ou dans l'état naturel, donc après avoir mangé, etc., ou bien par une prise médicamenteuse, ou lorsqu'il y a des anomalies au niveau du pH donc sanguin, il y a des éléments qui vont faire pénétrer le potassium du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Par exemple, l'insuline, la présence de bêta-2 donc mimétique des catécholamines, donc adrénergiques, ou bien en cas d'alcalose métabolique, il y a une pénétration forcée du potassium en extracellulaire vers le milieu intracellulaire en échangeant le sodium qui sort et puis le potassium qui va rentrer à l'intérieur. Donc, on est en état d'hypokaliémie. Donc, aussi, il y a des éléments donc, hyperkaliémiens tels que l'acidose métabolique, bien un état d'acidémie du milieu vasculaire. Donc, cette présence d'ion H+ au niveau du milieu extracellulaire, donc ils vont passer au niveau du milieu intracellulaire en échangeant le potassium vers l'extérieur et on aura dans ce cas-là une hyperkaliémie provoquée par des états de changement du pH sanguin ou bien de présence donc de médicaments ou bien carrément après avoir mangé une hyperinsulinémie ou bien quand le patient il fait une acidocétose, donc il prend des grandes quantités d'insuline par voie injectable, donc on a des états d'hyperkaliémie. On va commencer par l'hyperkaliémie. Donc, elle est définie par une concentration supérieure à 5 mmol par litre. Sur le plan clinique, elle se manifeste par des altérations de la fonction neuromusculaire, cliniquement, c'est des paresthésies, voire une parésie progressive pour aller jusqu'à une tétraparésie. On peut avoir aussi une légère fatigabilité, des nausées, des vomissements. Par contre, les altérations de la conduction cardiaque surviennent par la diminution du potentiel de membrane. Les modifications de l'ECG dépendent du niveau de la kaliémie, de la présence sous-jacente d'une pathologie cardiaque et de la rapidité d'installation de l'hyperkaliémie. Avec une kaliémie de 6 à 7, entre 6 et 7 mmol par litre, on observe une onde de T pointue et ample. Entre 7 et 8 mmol par litre, la dépolarisation est retardée. Donc la polarisation, elle se fait, mais la dépolarisation, elle est retardée avec un élargissement du QRS. Dans les hyperkaliémies extrêmes, les QRS fusionnent avec l'onde de T, avec comme conséquence une fibrillation ventriculaire, voire BAB et flutter ventriculaire. Il ne faut pas doser une seule fois à deux, il faut toujours refaire le prélèvement de ce patient, avoir au moins 2 à 3 dosages de la kaliémie pour être sûr que ce soit une hyperkaliémie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe des pseudo-hyperkaliémies ou des fausses hyperkaliémies en cas d'hyperleucocytose, en cas de thrombocytose, en cas de présence d'agglutinine froide, en cas d'agitation du tube ou de prise de sang avec garrot. Quelles sont les étiologies de ces hyperkalémies? D'abord, ça peut être donc un excès d'apport par voie orale qui est très rare sauf en cas d'insuffisance rénale ou prise
massive donc de KCl ou de gluconate de potassium par voie intraveineuse chez les patients hospitalisés en réanimation. La deuxième cause, c'est un défaut d'excrétion ou d'élimination rénale de ce potassium en cas d'IRA ou d'IRC, en cas d'insuffisance surrénalienne, donc insuffisance la maladie d'Addison, donc avec un hypoaldostéronisme. En cas de prise médicamenteuse, les diurétiques anti-aldostérone, les IEC, les ARA2, les parinothérapies ou bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le prographe, le néoral aussi, prise de médicaments qui sont très hypercaléments. Donc ça c'est au niveau des shifts, donc pour les pénétrations de la sortie plutôt du potassium intracellulaire vers le milieu extracellulaire, ça c'est dans les grandes déchirures musculaires en cas de rhabdomyolyse, ou de lyse cellulaire, donc hémolyse, rhabdomyolyse, lyse tumorale, brûlure étendue. Ça pourrait être aussi une acidose métabolique, donc pour une élévation de 0,1 de 0,1 de pH, c'est très très fin, hein. Il y a une élévation de 0,5 milléquivalent par litre de potassium. En cas d'exercice physique intense, en cas d'hyperosmolarité, donc s'il y a une augmentation de l'osmolarité de 10 milliosmoles par kilo, le potassium, elle va prendre avec lui, le potassium va sortir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Aussi, les médicaments, donc les digitaliques, les bêta-adrénergiques, les bêta-bloqueurs non sélectifs et le curare, ils font basculer le potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Conduite à tenir, donc il faut faire donc un ECG en urgence devant toute suspicion d'hypercalémie. Vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fausse hypercalémie, donc tout ce qui est garrot, etc. Et agitation du tube, les agglutinines froides. Vérifier les apports et ou les facteurs favorisants. Rechercher une lisse cellulaire et mesurer la caliurèse. La caliurèse, donc en mesurant la caliurèse, on aura plus à différencier entre ce qui est d'origine rénale et ce qui est d'origine extra-rénale. Le traitement, il faut aller en urgence, surtout chez quelqu'un qui est un cardiaque ou qui a déjà une anomalie, donc un cardiopathe, avec d'autres signes associés tels que l'insuffisance rénale, etc. Donc c'est l'extrême urgence, surtout si on a des signes électriques ou une calémie supérieure à 7000 équivalents. Les objectifs, c'est d'éviter le trouble du rythme létal, c'est-à-dire le flotteur, la tachycardie ventriculaire, le BAV, et faire diminuer au maximum la calémie. Quelles sont les modalités et les principes thérapeutiques? On commence généralement par les antagonistes membranaires, tels que le gluconate de calcium. Mais on nous donnera du chlorure ou du gluconate de calcium car il est contre-indiqué en cas de prise de digitalique. Il faut plutôt donner du chlorure de magnésium si c'est possible. Le gluconate les antagonistes membranaires à base de calcium ne modifient pas la calémie, il améliore seulement la conduction. Donc c'est renouvelable après 5 minutes si possible. On donne aussi de l'insuline dans du glucosé. D'accord? On peut aussi alcaliniser donc par voie intraveineuse. D'accord? Et on peut favoriser donc l'élimination en utilisant le Lasivix ou bien une résine échangeuse d'ions, tel que le caïxalate, donc élimine le potassium et réabsorbe donc le sodium en contrepartie, qu'on peut utiliser donc par voie orale ou par voie intrarectale. Si tout ça, c'est pas possible, on n'arrive pas à diminuer le potassium au niveau sanguin, il faut épurer le patient en faisant une hémodialyse. De toutes les façons, 30 minutes après, le potassium va passer par diffusion, donc rapide. Donc en 30 minutes, on aura une potassium qui est assez correcte et on aura éliminé le potassium en excédent. On va arriver au deuxième volet qui est l'hypokaliémie. Donc l'hypokaliémie, elle est définie par un taux de potassium au niveau sanguin moins de 3,5 milléquivalents par litre. Donc cliniquement, ce sont plutôt des lésions, une atteinte musculaire, donc ce sont des crampes
avec faiblesse musculaire et une paralysie. Donc ça peut être aussi au niveau de la face. Donc une atteinte donc, digestive, à savoir constipation et iléus, ou bien une alcalose métabolique, ou bien une polyurie, c'est-à-dire entrant dans le cadre des néphrite interstitielle, c'est-à-dire un blocage du système donc de réabsorption, donc de système dilution, concentration et système réabsorption du potassium au niveau de l'aldostérone, par le biais de l'aldostérone. D'accord? Les signes électriques, donc on verra donc un allongement du segment PR, un sous-décalage du segment ST, une inversion de l'onde T qui va nous donner une apparition de l'onde U, c'est-à-dire il y a un problème de repolarisation. On pourrait aller même jusqu'au flutter et la tachycardie ventriculaire, voire même l'arrêt cardiaque. Donc, pour les étiologies, donc, il y a les pertes, donc il y a les pertes de potassium, il y a les carences d'apport et il y a les transferts ou le shift. Donc, pour les pertes, il y a deux bilans à vérifier, deux bilans urinaires à vérifier. Le potassium, la caliurèse et la chlorurie pour qu'on fasse le point. Est-ce que la tête, est-ce que le rein qui perd ou est-ce que l'hypokaliémie est d'une autre origine? Donc, selon la caliurèse, si on a une caliurèse qui est inférieure à 20, ça veut dire que l'origine n'est pas rénale, il est d'origine digestive et c'est les pertes donc, de potassium par diarrhée ou par fistule digestive post-opératoire. Si on a une caliurèse qui est supérieure à 20 000 équivalents, donc c'est le rein qui est soit victime, soit complice de cette élimination de potassium. Donc, dans les pertes urinaires, lorsqu'on a une caliurèse supérieure à 20 000 équivalents par litre, ça veut dire que l'élimination est rénale en potassium. Il y a des pertes rénales de potassium. Donc, soit avec une tension artérielle normale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des causes de mauvaise absorption de bicarbonate. Donc, le bicarbonate est éliminé au niveau urinaire. On va avoir un sodium qui va être livré au niveau du tube contourné distal. Donc, on aura une compétitivité donc, de réabsorption de sodium et d'élimination de potassium. Parce que le sodium livré au niveau du tube distal est très élevé, la quantité est très élevée. Aussi, en cas d'alcalose métabolique, là, il nous faut doser la chlorurie. Si, en cas d'alcalose métabolique, si on a une chlorurie supérieure à 20, ça veut dire que la cause, elle est d'origine rénale. Pourquoi? Généralement, quand on met le patient sous diurétique de l'anse ou thiazidique, la pompe au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley va éliminer donc le sodium et le chlore par le biais de NaK de chlore. Du coup, donc on aura une élévation du sodium livré au niveau du tube collecteur et qui va éliminer, donc réabsorber le sodium et éliminer le potassium. Donc ce sont des diurétiques hypokaliémiens. Aussi, le syndrome de Bartter et de Gitelman il y a une anomalie au niveau de ces pentes qui va provoquer une alcalose métabolique avec une élimination de sodium avec le potassium dans le Bartter, mais juste une élimination du potassium sans élimination de sodium. Quand la chlorurie est inférieure à 20, ça veut dire que le rein il va agir autrement. Pourquoi? En cas de vomissement ou d'aspiration digestive, la quantité d'HCl au niveau de l'estomac est éliminée par voie orale. Donc, on aura une quantité de chlore et d'HCl qui est éliminée. Il y aura une alcalose métabolique avec augmentation de la réabsorption de bicarbonate par le tube contourné proximal et sécrétion de protons au niveau du tube collecteur, et on aura une acidurie paradoxale avec production d'ammonium. Dans le cas de l'HTA, il faut citer tous les hypertensions artérielles
avec élimination de stéroïdes surrénaliens, les hyperaldostéronismes primaires et secondaires, les hyperminéralocorticismes et la prise de glycérine ou comment on appelle ça, la glycérisine, c'est presque un bonbon, hein, et on le mange pour être sevré des cigarettes. Donc il faut, c'est de la réglisse, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est de la réglisse. Donc il la mâche pour ne plus avoir d'envie de fumer. Aussi, cette réglisse peut être présente dans certaines boissons alcoolisées. Il faut parler aussi des hypomagnésémies et des hypercalcémies chez des patients qui ont une cardiopathie. Donc l'hypokaliémie est très dangereuse chez le cardiopathe sous digitalique ou clinidine en cours, avec association d'une hypercalcémie et d'une hypomagnésémie, car ces deux dernières peuvent favoriser les torsades de pointe. Alors, les carences d'apport, donc les carences d'apport, ils sont très rares, hein. C'est généralement les patients qui font une anorexie mentale ou bien les patients qui sont sous nutrition artificielle. D'autres étiologies donc, qui pourraient provoquer donc, une hypokaliémie sont surtout l'alcalose, donc toute augmentation du pH de plus de 0,1, c'est très très fin, hein. Il y a une augmentation de plus de 0,5 milliequivalent par litre de potassium. L'insuline à forte dose pourrait donner donc une hypokaliémie, donc favoriser le transfert donc, du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Les médicaments bêta-adrénergiques, vasopressifs tels que l'adrénaline, mais aussi bronchodilatateurs tels que la ventoline et le salbutamol. Une hématopoïèse importante, donc correction de carence en vitamine B12 ou lors des leucémies, donc on peut avoir des hypokaliémies, et la fameuse paralysie périodique familiale qui est une maladie héréditaire autosomique dominante, donc avec des patients qui font une rentrée donc, de potassium donc, à l'intérieur de la cellule avec une hypokaliémie donc sévère, paralysie, etc. Donc le traitement, il est d'abord étiologique, donc il faut arrêter tous les traitements et tous les médicaments qui sont hypokaliémiants. Donc pour les apports, il y a très peu de médicaments par voie orale qu'on pourrait donner. Généralement les apports orales si l'hypokaliémie est modérée, et donc ça peut être apporté par l'alimentation, du caliban, mais du caléoride aussi dans les tubulopathies héréditaires telles que le Bartter et le Gitelman, mais intraveineux aussi si l'hypokaliémie est sévère, à savoir potassium, le chlorure de potassium ou le gluconate de potassium. Et il faut calculer donc la carence, et bien sûr, il faut la calculer, hein, et donner les doses qu'il faut pour essayer d'arranger cette hypokaliémie. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce cours sur les dyscaliémies, donc si c'est compris, c'est bon. Mais sinon, il faut poser toutes les questions à vos claviers et j'attends vos questions avec beaucoup d'impatience. Merci, au revoir et au prochain cours.